Mesdames et messieurs, je me refuse à croire qu'il est pessimiste, celui qui, regardant le monde d'aujourd'hui et cherchant à scruter le mystère de son avenir, en ressent une profonde inquiétude. Sous les forces conjuguées du nazisme et du fascisme, les nations alliées ont subi la plus effroyable des guerres dont l'histoire des peuples fasse mention. Grâce à Dieu, les ennemis de la liberté sont écrasés en Europe et la victoire du 7 mai dernier s'est emparée glorieusement de nos drapeaux. Dans le ciel, sur les mers, sur les champs de bataille, se décidaient les destinées du monde. La défaite de nos armes ne prenait plus qu'un sens, abnégation de toute liberté dans le monde sous l'esclavage hitlérien. Ils le savaient et le comprenaient bien, ceux-là qui par milliers ont offert à la cause de l'humanité tout entière le sacrifice généreux de leur jeunesse, de leur santé et même de leur vie. Maintenant que la bouche de feu des canons s'est tue, que les esclaves sont libérés de leurs chaînes, que les pays asservis respirent enfin l'air de la liberté, notre pensée se porte tout naturellement vers ceux qui ont fait triompher leur idéal et assuré définitivement une place à la démocratie dans le monde. Qu'est-ce que la démocratie? Sinon, le principe de base sur lequel s'appuient les peuples à la recherche de la liberté, du bonheur et de la paix. Cette liberté, ce bonheur, cette paix, comment donc pourront-ils régner sur tous les peuples de la terre alors que les idées, les opinions et les principes qui en sont le moteur essentiel, dans un trop grand nombre de pays, s'entrechoquent et forment une telle confusion qu'ils ne peuvent engendrer que le chaos. Qu'on le veuille ou non, nulle paix dans le monde ne saurait se tailler un domaine, nulle paix ne deviendrait même possible si nous ne trouvons dans la pensée, l'esprit et le vouloir des individus cette union nécessaire, sans laquelle une nation ne peut s'édifier et former avec toutes les autres un seul désir, une seule conception du rôle de paix qu'elles doivent jouer dans le monde. La réalisation d'une paix véritable entre les peuples suppose qu'ils soient dominés et gouvernés par des hommes d'expérience, mûris à la tâche des responsabilités durant les années tumultueuses que le monde vient de vivre, par des hommes qui ont prouvé leur valeur et leur prudente sagesse, alors que la tâche qui s'abattait si lourdement sur leurs épaules démontrait à la face du monde qu'ils comprenaient l'immensité de leurs devoirs. Par des hommes, surtout, qui dans un pays comme le nôtre, où s'affrontent et se combattent des intérêts opposés, en même temps que des conceptions différentes, ont su quand même concilier les extrêmes et sans provoquer de heurts, ont dirigé notre pays. Tous ces hommes qui représentent chez nous comme ailleurs un idéal pour lequel ils ont rivé toutes leurs énergies, une pensée qu'ils ont élevée au-dessus des mesquineries inévitables, inhérentes à tous les peuples, une foi qui les a guidés à travers les écueils suscités de toutes parts autour d'eux par la haine et souvent même le défaitisme, ces hommes-là, sans l'appui desquels toute victoire devenait impossible, deviendraient-ils subitement incapables et nuisibles à l'heure même où leur pays sort d'un conflit qui les laisse meurtris, mais remplis d'aspiration vers des temps meilleurs? Cela deviendrait d'une singularité pathétique et d'un spectacle déprimant si chez nous, à cause d'une certaine étroitesse d'esprit ou encore d'une méprisable ingratitude, nous permettions que les artisans de la plus célèbre victoire du monde en deviennent ses propres victimes.
Nous nous devons de les soutenir, de renforcer même le gouvernement, afin de lui assurer la stabilité essentielle sans laquelle il ne pourra canaliser toutes ses forces matérielles et morales pour assurer à la nation canadienne le rôle qu'elle doit jouer dans sa contribution à l'établissement d'une paix véritable dans le monde. Notre sacrifice aurait été vain si l'incertitude doit s'emparer de l'avenir politique du Canada. Permettez-moi de relever cet extrait de l'éditorial du Montreal Daily Star en date du 15 mai que je traduis et que je cite. Le gouvernement actuel a dirigé notre effort de guerre depuis le commencement des hostilités en septembre 1939. Les différents services de l'administration fédérale n'ont pas seulement été magnifiquement organisés, mais fonctionnent présentement avec efficacité en raison de cette expérience des 5 dernières années. Des erreurs ont sans doute été commises, comme en ont été commises dans tous les gouvernements. Mais en considérant les activités du gouvernement dans son ensemble, elles paraissent peu importantes. Nous croyons que peu de gens, quelle que soit leur politique, peuvent nier que le gouvernement actuel mérite que l'avantage lui soit fourni de compléter son œuvre. Il y a toujours des mouvements qui s'exercent en vue de changer les gouvernements vers la fin des guerres. Mais cette pensée ne saurait prévaloir en raison des arguments qui militent en faveur de la continuation et du maintien de l'œuvre commencée. Fin de la citation. Cette expression de sentiment peut surprendre venant de l'éditeur du Montreal Daily Star. Mais on est renversé par l'aveu singulier de l'organe carré de Montreal Gazette qui, sous la signature de son correspondant à San Francisco, M. Russell Porter, en date du 14 mai dernier, écrit textuellement ce que je vais vous lire. M. King est probablement l'homme politique le plus expérimenté qu'il y ait dans le monde aujourd'hui. Il est le chef du Parti libéral au Canada depuis 26 ans, au cours desquels, pendant 18 ans, il fut premier ministre de son pays. Ses amis affirment qu'il a créé l'union dans un pays extrêmement difficile à gouverner, à cause de sa situation géographique et des différents éléments de race et de croyances religieuses qui le composent. Fin de la citation. Ce témoignage, à l'adresse d'un des plus grands politiques du monde, que l'on y songe bien, c'est le représentant de la Montreal Gazette à San Francisco qui le donne. L'administration de M. King doit donc être secondée et soutenue à travers tout le Canada, et plus particulièrement, si vous permettez que je le dise, dans la province de Québec, où les groupes de réaction s'appliquent à démolir son œuvre. Nous nous devons de conserver à la tête de l'administration de nos propres affaires l'homme d'expérience qu'est le Premier ministre du Canada. Les hommes vraiment supérieurs s'entourent généralement d'hommes supérieurs. Et nous en retrouvons dans les différents cabinets que l'honorable M. King a dirigés. Parmi ceux-là, il me fait plaisir de faire une mention spéciale de l'honorable M. Brooks Claxton, candidat dans le comté Saint-Laurent-Saint-Georges. Encore jeune, ce ministre jouit d'une supériorité intellectuelle qui le place bien haut, au rang des hommes de valeur de son pays. Gentilhomme parfait, sa large mentalité en a fait depuis toujours un sincère ami de la province de Québec et des Canadiens français. Travailleur infatigable, il a su, malgré les soucis que représente pour les hommes publics une campagne électorale, soumettre
à l'attention de la population canadienne un vaste programme de santé publique qui place notre pays au premier rang parmi les nations du monde au point de vue organisation sanitaire. Ne serait-ce que pour cette raison, M. Claxton mériterait l'appui tout entier de la division qu'il représenta avec tant d'honneur. Il nous faut admettre, et nos adversaires ne peuvent le nier, que le Canada, au cours de ces 25 dernières années, a franchi l'étape qui l'impose désormais dans le Conseil des Nations. À l'exception des 5 grandes nations, grâce à son effort de guerre soutenu, le Canada s'est imposé à l'attention du monde et occupe aujourd'hui la première place parmi les nations secondaires. Cette place, si vaillamment conquise, il nous faut la lui assurer. Nous pouvons aujourd'hui envisager l'avenir sans aucune crainte. Cet avenir, nous devons de le dominer. Tel est le but et l'idéal politique de Mackenzie King. Notre nation, au cours des 25 dernières années, a conquis son indépendance politique. King a compris qu'en regard de ses devoirs se sont acquis et qu'il ne saurait l'élever vers la réalisation de son glorieux destin si la population canadienne lui mesquine l'appui essentiel dont il a besoin. Nous déplorons encore l'absence d'un drapeau et d'un hymne national. Eh bien, nous les aurons demain. Il importe donc de consolider toutes les énergies et les volontés de la nation canadienne afin que puisse s'exalter désormais la réalisation de l'œuvre commencée par les accents victorieux de son hymne national et dans les couleurs symboliques de toutes les aspirations canadiennes, son drapeau.